Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle fois sur les antennes de Télé Africa pour votre émission Les As du Foot. Les As du Foot, on parlera ce soir du tirage au sort, vous le savez, de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'événement aura lieu en Côte d'Ivoire avec Solange Pambo. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. On va évoquer la question de ce tirage au sort également. On va revenir sur les propos, la réaction de Patrice Neveu, Gaëtan Kouka avec vous. Bonsoir. Bonsoir M. Bekale. On va également revenir sur les chances des Panthères du Gabon vis-à-vis après ce tirage au sort, également surtout après la bonne prestation de l'équipe nationale pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tout en espérant que nous restions dans cette dynamique. Merci beaucoup. Installez-vous confortablement. Permettez-nous également de dire que Brice Nengue va nous rejoindre dans quelques instants seulement. Juste pour dire également qu'au cours de cette émission, nous allons parler de l'USB, l'Union Sportive des Vitam, dans le cadre du démarrage du championnat national de football de première division. On va essayer de voir les ambitions de cette formation du National Foot. On aura en ligne des Vitam Arthur Assoko, notre correspondant. Monsieur, encore une fois, merci pour votre fidélité à chaque instant. Le peuple, sinon les téléspectateurs ont besoin de vous. On est toujours là pour évoquer les questions de foot. C'est un plaisir pour nous d'être là chaque lundi à ce grand rendez-vous, les As du football, pour évoquer des questions footballistiques, évidemment, sur le plan national et international. C'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion qu'on le fait depuis des décennies maintenant. Gaëtan, en tant que pratiquant, puisqu'il a pratiqué le football de haut niveau, il a joué en championnat de première division, il a été international gabonais de football, donc il a toujours la même passion. Bon, moi, c'est pareil, non, pas en tant que footballeur, évidemment, mais en tant que journaliste. Ouais. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Et il y a toujours l'adrénaline. Chaque fois qu'on parle de football, notamment du football gabonais, on est passionné, on aime ça. Je rappelle également que Mermoz Assele va nous rejoindre aussi dans quelques instants seulement. Il est parmi nous, Mermoz, qui a une parfaite connaissance aussi, qui a suivi le tirage au sort. Avec lui, on va découvrir la poule I, où est logée cette équipe des Panthères du Gabon. Monsieur, comment vous avez vécu ce tirage au sort? Quelle analyse en tant que consultant et ancien footballeur? Bien, déjà avec beaucoup d'appréhension pour savoir sur qui éventuellement le Gabon allait tomber. Appréhension parce qu'il était question pour nous, au regard de la configuration, donc au sortir de la dernière Coupe d'Afrique, d'éviter les cadors qui ne nous auraient pas permis justement de nous faciliter cette qualification. Maintenant, le tirage étant probant, du moins à l'avantage du Gabon, du moins sur le plan du papier, nous en sommes satisfaits et nous espérons que maintenant, techniquement, les choses pourront se faire pour que, éventuellement, nous puissions rester dans la dynamique au sortir de cette dernière CAN. Solange Pambo, permettez-nous, pour installer Mermoz Assele, de regarder ce petit récapitulatif de ce tirage au sort qui compose le groupe I des Panthères du Gabon. Mermoz Assele, nous avons la RDC, Gabon, Mauritanie, le Soudan. Mermoz, les retrouvailles. Bonsoir. Bonsoir. Même pas petit temps de robot. Les retrouvailles. Oui, les Gabon, RDC. Il faut d'abord laisser Mermoz. Non, il est bon, ça va. C'est bon, ça va pour les esprits quand même. Non, on va dire que ce sont de grands retrouvailles. Ça va être dur un peu pour le Gabon parce que la RDC part maintenant favori. Oui. C'est une équipe qui a été, on va dire, qui a dû se faire douleur après cette élimination pour la précédente CAN. Oui. Il y a de nouveaux éléments qui sont arrivés. On a essayé un peu de tout allaiter à cette équipe qui a fait aussi le rappel de certains anciens joueurs. Oui. Donc c'est une République démocratique du Congo qui partira plus ou moins favori dans ce groupe. Oui. Et peut-être le Gabon en second couteau, même s'il faudra faire attention à la Mauritanie qui veut une troisième qualification d'affilée. Et le Soudan qui, rappelons-le, même si ce n'est plus la faute de guerre que c'était longtemps, est un ancien champion d'Afrique, notamment en 1970. Est-ce qu'on peut garder, Solange Pambo, vous avez couvert plusieurs matchs, Gabon, RDC, vous étiez en RDC, vous étiez également du côté de France-Vie. Peut-on avoir peur ou espérer que ce qui a été fait lors des éliminatoires de la Coupe du Monde peut être refait pour les Panthères du Gabon qui se sont qualifiés devant cette équipe de la RDC? Avoir peur, non. Clairement, le Gabon aujourd'hui est quand même, on va dire, parmi les principales équipes sur le plan continental. Pas dans le chapeau du numéro 1. D'ailleurs, on l'a vu lors du tirage au sort, on n'était pas dans le chapeau des favoris, mais dans le second chapeau. Ça veut dire quand même qu'on a fait un bond qualitatif par rapport au tirage antérieur. Aujourd'hui,
après avoir procédé justement à ces tirages au sort, on a également fait le point que les différents groupes sont équilibrés. C'est le constat qui est fait. Il n'y a pas de groupe de la mort en tant que tel. Il y a quasiment un parfait équilibre dans tous les groupes. Et le groupe qui est le nôtre est également très ouvert, très équilibré. On n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir peur, notamment de nos adversaires. Beaucoup de respect. Il faut respecter ces adversaires-là. La Mauritanie et le Soudan sont des équipes, comparativement à la République démocratique du Congo et au Panthère de Gabon, sont des équipes qui sont très mal classées sur le plan du classement FIFA. On l'a vu avec le dernier classement qui date du 31 mars 2022. Le Soudan occupe la 133e ou 32e place, la 113e pour la Mauritanie. Le Gabon 85e, je crois, et la RDC 66e. Donc, clairement, par rapport à ce classement FIFA-là, par rapport à l'histoire aujourd'hui, par rapport au collectif, au groupe de chaque pays, la République démocratique du Congo et le Gabon sont loin devant. Maintenant, il peut toujours avoir des belles surprises. Maintenant, on peut toujours passer à côté d'un match. Il faut beaucoup de respect pour le Soudan et la Mauritanie. Rien n'est joué d'avance. Donc, il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier. Comme le disait si bien Gaëtan et Mermoz, il faut capitaliser sur notre dernière prestation lors de la 33e édition de la CAN au Cameroun. Difficile quand même, sans pourtant aborder cette question en termes d'organisation. On regarde un peu de tout ce qui se passe, Solange Pambo. Les éliminatoires démarrent dans quelques semaines, sinon à la fin du mois de mars, entre le 1er et le 8 juin. Est-ce qu'on peut aborder cela avec stabilité, etc. Stabilité. On regarde le mouvement qui est secoué aujourd'hui au niveau de la Fédération gabonaise de football. Aujourd'hui, sur le continent, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. C'est clair. Il y en a qui sont très bien, comme le Sénégal, ils sont champions en titre, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, comme tous les qualifiés de la Coupe du Monde, comme les pays où les championnats ont repris et se jouent sereinement. Ce n'est pas le cas du Gabon. On a aujourd'hui, au moment où on s'apprête à entamer ces éliminatoires de la 34e édition de la CAN, on a quand même deux épines dans le pied, pour ne pas dire deux problèmes importants qu'il faut régler avant de démarrer ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est la reprise du championnat, avec en filigrane le problème lié au paiement des arriérés de salaire des footballeurs qui sont toujours en grève. Donc c'est un problème urgent. Je ne vois pas comment on peut entamer une compétition de ce genre-là. On n'a pas encore débuté le championnat, le problème n'est pas encore réglé. On a une autre situation, et pas des moindres quand même, c'est celle qui prévaut aujourd'hui au sein de l'instance fêtière de football national, la Fédération gabonaise de football. Vous le savez aussi bien que moi, il y a eu une élection, il y a eu un vainqueur, il y a des candidats qui ont annoncé introduire de recours. Ensuite, il y a eu un rebondissement dans l'affaire dite de pédocriminalité dans le football national notamment, avec la garde à vue depuis quelques jours maintenant du président de la Fédération gabonaise de football. On ne sait pas comment est-ce que cette situation-là, on ne connaît pas le dénouement de cette situation-là, et je ne pense pas que ce soit des situations qui permettent au Gabon aujourd'hui de pouvoir entamer de façon sereine ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc il y a quand même des interrogations, et il faut nécessairement apporter des solutions à ces questions-là avant qu'on aborde cette campagne éliminatoire de la CAN 2023. Mais tant qu'au cas, est-ce que la situation que vit le football aujourd'hui, sinon la Fédération gabonaise de football, en absence de son président, peut avoir un impact pour démarrer ces éliminatoires? Impact, oui et non, tout dépendra de la tenue des événements. Bon, maintenant, après derrière, n'oublions pas que c'est le président, malheureusement, qui est le premier responsable du COMEX, qui est directement touché ici via l'affaire de pédocriminalité. Après, derrière, nous avons tout un bureau qui est légalement constitué et qui, normalement, en l'absence du président, le vice-président qui statutairement devrait assurer l'intérim. Donc, à ce niveau, les choses pourraient quand même se faire en espérant que le président puisse retrouver sa liberté le plus rapidement possible. Bien, après, vous avez la question qui est la question des arriérés des footballeurs. Donc, cette question, à ce jour, nous sommes quasiment, on va dire, à 3 semaines du lancement officiel de la compétition, du moins selon la date prévue. 14 mai. 14 mai, nous sommes, on va dire, à 3 semaines. Et jusque-là,
rien n'est matériellement fait pour que nous ayons un espoir que les joueurs puissent rentrer en possession de leur but de façon à ce que le championnat puisse démarrer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lors de notre dernière émission ici, nous faisions la proposition de dire, si le ministère ne prend pas sur lui la responsabilité de régler cette dette-là, j'ai bien peur que le championnat ne puisse pas démarrer à échéance indiquée par les autorités. Mermoz, avec vous, on va regarder ce tableau qui retrace le programme à venir des Panthères du Gabon après le tirage au sort. La première journée des Panthères du Gabon vont, allez-y, Mermoz, RDC et Gabon. Oui, qui est normalement prévu, les deux premières journées qui sont prévues entre la fin mai et la mi-juin. Donc avec d'abord un premier match à Kinshasa face à la République démocratique du Congo et après un match à domicile face à la Mauritanie que l'on connaît déjà. Et après, la compétition devrait reprendre au mois de septembre pour 2 autres matchs. Donc le troisième match gabonais face au Soudan et la double confrontation en fait face au Soudan, au Gabon et ensuite à l'extérieur au Soudan. Et on va dire une troisième journée, une cinquième et une sixième journée qui sont prévues pour être jouées en mars 2023, donc 3 mois avant le début de la compétition pour fermer cette phase éliminatoire de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Est-ce qu'on craint aujourd'hui, quand on essaie de regarder, on a évoqué, Solange Pambo, les difficultés vécues, sinon le souci du président Ferrero, on a parlé de la difficulté. Gaëtan Kouka a essayé, tant mieux que mal, à expliquer le fait. Le ministre, lors d'une interview au quotidien L'Union, il faisait savoir que le ministère de la Jeunesse et des Sports, tout est fin prêt pour que l'équipe nationale soit prête pour fin mai, afin de démarrer tranquillement ses éliminatoires. Mais Gaëtan l'a si bien précisé, c'est le président du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football qui, pour l'instant, est dans une posture qui ne lui permet pas de pouvoir travailler, évidemment, puisqu'il est toujours détenu à titre préventif au sein des locaux du B2, comme on l'appelle de façon générale au Gabon. Donc, voilà. Et il y a des dispositions statutaires qui peuvent être enclenchées si jamais il n'y avait pas une issue favorable au président de la Fédération gabonaise de football. On ne le souhaite pas, et d'ailleurs qu'il n'y ait pas une issue favorable. Donc, il peut avoir un intérim sur une période donnée pour gérer de façon intérimaire la Fédération gabonaise de football, ce qui pourrait correspondre au lancement des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se disputer en Côte d'Ivoire. Et puis, le ministre l'a signifié. Pour ce qui est de l'organisation en elle-même, comme il est de coutume, le Gabon, via le gouvernement, le ministère des Sports, l'Office national, qui mettent les moyens nécessaires pour permettre aux Panthères de pouvoir participer de façon optimale à ces éliminatoires-là. Donc, de ce point de vue-là, sur le plan de l'organisation, il n'y aurait pas de problème. Mais évidemment que, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours de bon augure que de pouvoir nous retrouver dans ce genre de situation avec quasiment une épée de Damoclès qui trône sur la tête, sur nos têtes. C'est d'autant plus que jusque-là, on n'a pas encore le retour de la Confédération africaine de football. Il faut quand même rappeler qu'il y a un superviseur de la CAF qui a pris part à la dernière élection organisée le 16 avril dernier à Lambaréné, donc du renouvellement du COMEX de la Fédération gabonaise de football. Donc on n'a pas encore le retour de la Confédération africaine de football, puisqu'il y a un rapport qui a été fait par son représentant pour évoquer l'organisation de cette élection-là. On attend aussi finalement que l'État gabonais se prononce, parce qu'on est dans une forme d'expectative. C'est bien d'avoir auditionné Pierre-Alain Mungengui, c'est bien d'avoir fait des confrontations, semble-t-il, avec l'ancien international Parfendo et peut-être l'intendant de l'équipe nationale Serge Ahmed Mombo. Mais c'est quoi la suite? On s'interroge en fait. C'est quoi la suite? Est-ce que Pierre-Alain Mungengui a finalement élu domicile au B2? Il n'y a pas de suite, il n'y a aucune communication, enfin on ne sait pas, on est dans le flou en fait, et on s'interroge. La garde à vue, il y a quand même une durée légale. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait?
Ça peut être quand même un flou, plus ou moins. Ça pourrait peut-être avoir eu un impact au niveau, puisque le ministère a pris également la responsabilité dans cette élection. La Fédération gabonaise de football, bon, pas que le ministère a pris une part active, le ministère, la Fédération, l'ONDC. Maintenant, au niveau de la Fédération, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à quelques petits difficultés de préparation? Lorsqu'on sait que la tête de liste n'étant pas là... Oui, d'accord, mais je crois quand même que la fédération, c'est maintenant une vieille institution qui a donc, des textes, des statuts. Je pense que s'il y a une capacité d'agir du président fédéral, il y a quand même un vice-président qui pourrait assurer une intérim. Je crois que ce sont des hommes et des femmes qui sont assez expérimentés au niveau de la Fédération gabonaise de football, qui connaissent déjà l'organisation de ce genre de rencontres et qui connaissent comment s'occuper d'un regroupement de l'équipe nationale. Voilà pourquoi, à ce niveau, je dirais que le ministère a d'abord sa grosse part de responsabilité dès lors que nous savons que pour les matchs des Panthères, ben, il faut mettre les moyens. Les sous sortent surtout du côté du ministère. Maintenant, il y a un problème quand même. Maintenant, l'autre problème, c'est on dit peut-être sur le plan organisationnel de certains points suite au regroupement des Panthères, parce qu'il y a des personnes, on va dire, spécialisées pour, par exemple, la réservation des joueurs, leur chambre à Paris, par exemple. Quand ils sont en regroupement sur Paris avant de rallier le Gabon, il y a des réservations qu'il faut faire à Paris quand ils font le fameux regroupement. Rappelons que ce regroupement est prévu pour le... C'est fait par l'intendant. Voilà, l'intendant qui, lui, a des problèmes. Bon, nous avons aussi su, lors de la CAN 2017, je ne sais pas si le poste a été remis, qu'il y avait un intendant adjoint en la personne de Willy Aubameyang qui assurait ce poste d'intendant adjoint à Serge Ahmed Mambo. C'est peut-être pour ces petits couacs qu'on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des véritables problèmes. Non, je ne pense pas qu'il y ait des couacs. Mais pour moi, je pense que le gros, c'est le ministère qui va se prendre en charge avec ce plan financier. Je voulais juste compléter en disant quand même, il y a un autre problème de fond qui est là. Et vous le savez, après la victoire de Pierre Alain Mungengue le 16 avril dernier, le candidat Alphonse Zolo a annoncé saisir les instances nationales et internationales au fait d'introduire un recours d'annulation de cette élection. Ce qui a été fait, je crois que Jérôme Alphonse Zolo a introduit un recours d'invalidation, d'annulation de cette élection-là auprès de la commission de recours qui a été mise en place par le COMEX, la Fédération gabonaise de football. Donc, on n'a pas encore le rendu de cette commission de recours par rapport à l'élection. Deuxièmement, il y a que si il s'avérait qu'on mettait en relief ce mode opératoire, c'est-à-dire un intérim, ça veut dire que ce serait donc acté la victoire du candidat Pierre Alain Mungengue et ses collègues. Justement, je rappelle qu'il n'est plus question de parler de la victoire de Pierre Alain. On sait que Pierre Alain a gagné. Alphonse Zolo a fait un recours. Mais il faut comprendre, le sujet, il faut quand même comprendre quel est l'importance de ce recours lorsqu'on sait qu'Alphonse Zolo ne faisait pas parmi des candidats qui contestaient les irrégularités constatées. Non, M. Bekali, encore une fois, il ne faut pas aborder les problèmes sous cet angle-là. Vous savez, c'est une élection qui est organisée, qui est structurée et qui donne donc lieu justement à M. Alphonse Zolo, dans le cas où il ne se reconnaissait pas justement, de pouvoir contester, voir le recours qui a été introduit. Bien, si j'atterris également pour répondre à M. Pambou pour dire que c'était un recours. Tant que la FIFA ne s'est pas prononcée sur la question, le comité qui est élu assure les affaires courantes. Et c'est vrai que lorsque le TAS aura répondu en donnant une orientation pour dire nous reconnaissons effectivement qu'il y a eu irrégularité à tel niveau, par conséquent l'élection est annulée, à partir de ce moment, on mettra en place un comité de normalisation. Jusqu'à ce que le TAS enclenche cette procédure, le comité donc conduit par M. Mungengue assure les affaires au niveau de la Fédération gabonaise de football. Bien, après derrière, vous savez, il y a une organisation. Le ministère débloque les moyens sur la base d'un budget qui est sollicité, qui est élaboré par la direction technique nationale via le coach, donc la FEGAFOOT. Ouais. Maintenant, il faut ajouter, M. Pambro, que la fédération a des réflexes.
ce n'est pas le premier regroupement de l'équipe nationale, c'est une routine. Il y a certes un absent important qu'est le président, mais la mécanique est toujours là, elle peut fonctionner en entendant justement le la retour question du est de président. savoir, est-ce que tout ceci ne peut pas entraîner encore des petits querelles au sein, non seulement de l'équipe nationale, mais également de tous ceux qui tournent autour du football? D'accord, oui, mais... Parce que l'ensemble des personnes qui tournent autour du football, il faut vous le dire, ne s'accordent pas aujourd'hui. Tout à fait, on en est conscient, mais on parle de l'équipe nationale qui va jouer un match. C'est vrai que ça va toujours emmener un peu de remous pour l'équipe nationale. Mais on a vu un coach qui, lui, par contre, a déjà donné son programme. Et s'est déplacé. Le ministre l'a confirmé dans sa fameuse interview au quotidien l'Union que le ministère a payé tous les frais pour que le coach puisse se rendre en Europe pour discuter justement avec le vrai problème qu'il y a dans cette équipe des Panthères, ceux-là qui ont été écartés avant et pendant la Coupe d'Afrique des Nations pour essayer de demander leur position s'ils veulent bien continuer ou arrêter avec l'équipe nationale, histoire de remettre cette cohésion dans le groupe. Il part avec aussi l'objectif de faire signer cette fameuse charte de l'équipe nationale avec tous les internationaux. Donc moi je pense que pour l'équipe nationale, le véritable problème déjà c'est ces matchs amicaux, ces dates FIFA qu'on n'a pas pu utiliser juste après la CAN pour essayer de revoir même, ne fût-ce que ceux-là qui ont joué pendant la CAN. Maintenant, il va falloir régler plusieurs problèmes. Ceux qui ont joué, ceux qui ont des problèmes de club, ceux-là justement qui doivent revenir ou pas dans l'équipe nationale. Voilà plus le problème du coach. Maintenant, je suis plus ou moins d'accord avec Gaëtan quand il dit que c'est un réflexe. La Fédération gabonaise de football connaît organiser les regroupements des Panthères et tant qu'il n'y aurait pas encore de décision sur les recours faits par Jean-Méfang Zolo, notamment surtout celui du TAS, je pense que c'est le comité exécutif qui a été élu qui va assurer l'intérim via sûrement un vice-président. Silence Pangbo va suivre rapidement la réaction après le tirage au sort de Patrice Neveu. Dans un site, losportif.ga, il dit ceci. On est tombé dans une poule assez équilibrée dans laquelle, si on arrive à réunir tous les ingrédients et remettre du positif après la CAN, bien sûr qu'on a la place pour sortir cette dernière. Maintenant, il ne faut pas se méprendre sur les noms des pays qui composent cette poule. Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la poule I comme l'ensemble... Il ne néglige aucune équipe. Non, mais bien sûr, évidemment, puisqu'on a vu que le football sur le continent, c'est, on va dire que les écarts ont considérablement été réduits entre... Contrairement au classement FIFA, sur le terrain, les écarts se sont réduits. Entre les équipes qu'on considérait avant comme étant des gros cylindrés et les équipes les moins ou les plus mal loties sur le continent, l'écart s'est considérablement réduit. Donc, et rappelons-nous quand même qu'on a raté la CAN 2019 en Égypte. On n'était pas dans une poule qui était la plus forte lors des éliminatoires. Il y avait le Burundi qui nous avait barré la route. Le Sud-Soudan. Voilà, et le Sud-Soudan, on avait quand même raté. Donc, Patrice Neveu a parfaitement raison d'être très prudent. Évidemment, la prudence, éviter de dormir sur nos lauriers, éviter de penser que parce qu'on a fait quelques coups d'éclat lors de la 33e édition de la CAN au Cameroun, qu'on serait devenu une grosse machine, que l'écart se serait considérablement réduit entre la République démocratique du Congo et nous. Non, il faut continuer à travailler. Il faut, on l'a dit, capitaliser la belle prestation du Cameroun. Ça passe par la forme des joueurs qui seront retenus, par le retour de l'éminent de Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment, aussi. Personne aujourd'hui au Gabon ne peut penser que ces deux-là ne sont plus bons pour notre équipe nationale. Ça, c'est complètement nous leurrer. On a avec Pierre-Emerick et Mario Lemina deux des plus grands footballeurs sur le continent africain aujourd'hui. Donc, ajouter à cela les jeunes qu'on a lancés durant la CAN au Cameroun, comme le jeune Anthony, comme Alex Moketou, peut-être David Sambissa qu'on n'a pas vu, mais qui nous a également montré de belles choses lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. On a de la matière, on a de la qualité. Il faut simplement que les garçons y croient fermement, qu'ils aient l'envie de repartir au charbon, l'envie de disputer une seconde CAN d'affilée pour qu'on puisse aborder ces éliminatoires-là de la plus belle de manière. Il faut surtout rappeler qu'il a raison de ne pas sous-estimer les équipes. Rappelons que la Mauritanie
à part la République démocratique du Congo, et tout le monde sait que ça a été plus une surprise qu'autre chose, qui ne s'est pas qualifié pour la précédente Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun. Les deux autres équipes ont joué cette Coupe d'Afrique des Nations, certes avec des fortunes diverses, sinon presque la même. Par exemple, pour la Mauritanie, ça a été 3 défaites, 7 buts encaissés, 0 but marqué. Mais c'est une équipe qui s'est renouvelée avec un nouveau coach. Ce coach qui a brillamment qualifié les Comores pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui a fait une belle Coupe d'Afrique des Nations, qu'à cela ne tienne avec les problèmes de Covid, qui a pu faire une assez belle prestation avec l'équipe de Comores. Je veux parler d'Amir Abdou, qui est maintenant le nouveau coach de la Mauritanie. Rappelons que le Soudan, qui était aussi qualifié à cette Coupe d'Afrique des Nations, a éliminé, même si ce n'est plus une grosse cylindrée comme d'antan, mais a éliminé l'Afrique du Sud qui était dans son groupe. Donc, c'est-à-dire que ce sont des équipes qui savent bien jouer au football et qui savent souvent créer des soucis à de grosses cylindrées, notamment dans les périodes éliminatoires où les matchs sont plus espacés. Et on peut voir venir par rapport à une compétition comme la CAN où c'est plus compliqué à gérer sur 2-3 jours entre les matchs. Gaëtan Kouka, ils sont peu qui évoluent quand même plus ou moins à l'extérieur, qui jouent et qui ont été à la CAN. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une équipe peut-être remaniée ou revue par Patrice Neveu? Cette équipe ne peut être revue ou remaniée que si et seulement si le championnat national reprenait, parce que ça donne plus de matière aux sélectionneurs de pouvoir justement avoir un inventaire large. Dans le cas contraire, les mêmes faits reproduiront les mêmes causes. D'accord. Après, derrière, il ne faut pas oublier l'importance de participer à une Coupe d'Afrique des Nations. L'important, c'est d'abord sur le plan médiatique. L'important, c'est sur le plan financier et l'important, c'est sur le plan de la fierté. Comme l'a rappelé à juste titre M. Pambo, tous les Gabonais ont été fiers de voir les Panthères avoir la prestation qui a été la leur pendant la CAN. D'accord. Donc c'est un sentiment de fierté nationale parce que le patrimoine national qui est l'équipe nationale a fait honneur à toute la nation. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec la communication de M. Neveu lorsqu'il dit ne pas se méprendre parce que ce ne sont que des tirages, ce sont des pronostics. La réalité des pronostics n'est pas la réalité du terrain. Si sur le plan organisationnel, sur le plan mental et sur le plan tactico-technique, nous ne sommes pas présents, à coup sûr, nous ne pourrons jamais nous qualifier. Merci. On termine avec le tirage au sort, bien sûr. On va entamer le deuxième sujet de l'émission, c'est National Foot avec l'Union sportive de Bitam qui prépare le championnat national de football de première division. L'Union sportive de l'USB, les grandes ambitions. Vous avez vu aussi que nous, on va d'abord vous rappeler quand même que l'Union sportive de Bitam, son dernier titre, avait été sur le plan professionnel, c'était en 2013. C'était en 2013 que l'Union sportive de Bitam avait remporté le premier titre professionnel, bien sûr, après l'organisation, bien sûr, la mise sur pied du professionnalisme. Chacun de vous, est-ce que l'USB... ça fait quasiment 10 ans. Ça fait 10 ans aujourd'hui. C'est une traversée du désert, on peut le dire ainsi. Depuis 2013, l'équipe a... on va dire, est passée quasiment par toutes les émotions. Elle a oscillé entre des places importantes au classement général et moins reluisantes, connu peut-être pas de crises, mais quand même, elle a été secouée de l'intérieur. Il y a même eu des crises, je pense d'ailleurs, dans cette décennie-là. Elle a un jeune président qui est un passionné de football, qui essaie de redonner à l'Union sportive de Bitam son lustre d'antan. C'est une équipe qui est l'une des mieux organisées sur le plan local en matière de recrutement. Elle ose beaucoup, elle va chercher même à l'extérieur des techniciens, donc des coachs étrangers. On a connu les Koundé, les Omambi qui sont passés par là-bas. Sur le plan local, elle a eu des grands entraîneurs comme Kossi, Claude Pascal Kossi. Et on fait le constat, c'est de bon augure. Ça montre l'ambition que l'Union sportive de Bitam a pour cette saison. Elle a enrôlé d'anciens internationaux. Willer Dinda et Samson Bingui. On me signale que nous avons un correspondant. Nous avons notre correspondant de l'USB, Arthur Asoko, avec qui nous allons discuter de la préparation de cette équipe de l'Union sportive de Bitam, en premier bien sûr au démarrage du championnat national de football de première division. Bonsoir Arthur. Bonsoir Rodrigue Bekale, bonsoir à vous tous sur le plateau. Bonsoir. Merci beaucoup Arthur. Restez avec nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de recrutement du côté de l'USB, du côté de Manga Sport, dans plusieurs écuries également du championnat national de football de première division. Mais on a l'impression que
à Bitam, sa vie, la passion. On veut bien démarrer le championnat. Arthur, restez avec nous, Arthur. Bitam a toujours été, en tout cas avec l'USB, ça a toujours été un gros engouement. Tout le monde connaît l'engouement qu'il y a derrière cette équipe de l'Union sportive de Bitam, qui est l'équipe fanion de cette ville. Donc, l'engouement, il y en aura toujours. Quand on parle des équipes du Septentrion, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais ça me rappelle aussi quand on voit, par exemple, sur les chaînes occidentales, ce fameux derby entre les équipes des Nord de France, que sont le LOSC et le Racing Club de Lens. Donc, c'est la même ferveur qu'il y a toujours dans le Septentrion, et surtout pour l'Union sportive de Bitam, qui est pratiquement la seule équipe représentante de cette ville. Et je crois que, bon, comme l'a montré les statistiques, après pratiquement une dizaine d'années de disette, je crois qu'ils ont envie maintenant de revenir dans le concert de ces grandes équipes. Dès lors que je crois que avec cette reprise des activités, si elle se fait très bien sur, on va dire sur au moins le moyen terme, au niveau du Gabon, je crois que beaucoup d'équipes auront à cœur quand même de remettre le Gabon sur les bons rails, notamment pour les compétitions continentales africaines. Arthur, j'imagine que vous êtes toujours avec nous. Peut-être nous en dire davantage sur le recrutement de l'USB. Je rappelle que vous êtes du côté de Bitam, notre correspondant. Effectivement, Rodrigue, l'Union sportive Bitam est en train de réaliser un mercato assez exceptionnel, un mercato assez intéressant. C'est peut-être l'un des clubs les plus actifs pour le moment sur le marché des transferts. Le club Bitam a déjà dans son escarcelle enrôlé des joueurs très intéressants, 7 au total pour le moment. On pourrait citer par exemple Cédric Ondobiyogo, Samson Bingui, Nono, le meilleur buteur du dernier championnat organisé dans notre pays. Et selon une source fiable du club, 4 nouveaux joueurs sont attendus dès la semaine prochaine. C'est vrai, monsieur, que nous n'avons pas encore une visibilité claire du démarrage du championnat, mais ça devient très intéressant. Oui, à cette période, c'est toujours intéressant, mais permettez-moi de rebondir sur ce que disait monsieur Assélé. Vous aimez toujours rebondir. Hein. Oui, oui. Lorsque la nécessité s'impose. Vous savez, lorsqu'il dit que comparaison n'est pas raison, j'ai bien envie de savoir quel élément de mesure justement qui nous permet de juger quelque chose dans le temps et dans l'espace si ce n'est pas la comparaison. Bien, c'était la première chose à dire. Après, derrière, le fait qui pourrait être gênant ici, c'est non seulement la fréquence de mercanto, donc en termes de recrutement, mais aussi la qualité de joueurs qui arrivent. N'oublions pas qu'une équipe, d'abord, il y a une ossature, ou une ossature, c'est selon, d'accord? Et à partir de ce moment, on intègre 1 ou 2 personnes pour pouvoir compléter les manquements. Or, ici, le constat fait de manière globale, et ce n'est pas un procès qui est fait seulement à l'US Bitam et partout ailleurs au Gabon, c'est qu'à chaque saison, vous avez 95% de l'effectif qui disparaît pour donner lieu à 95% de nouvelles personnes. Donc, ça pose des problèmes de cohésion, ça pose des problèmes de complicité, et ça donne un double travail à l'entraîneur parce qu'il doit d'abord reconnaître les qualités des joueurs et puis essayer de créer un groupe homogène pour pouvoir justement aller vers les résultats escomptés. Donc, il va falloir qu'à ce niveau, non seulement les dirigeants s'imposent pour dire qu'il faut garder en fin de saison au moins 80% de l'effectif pour pouvoir compléter justement sur des éléments qu'on aura répertoriés pendant la saison pour renforcer et de pouvoir atteindre les objectifs. Dans le cas contraire, on partira toujours d'échec en échec. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le football gabonais n'avance pas. Arthur, vous êtes toujours là, j'imagine que vous êtes encore là. Permettez-nous, Arthur, juste de rappeler en image, bien sûr, Slange Pambo, Mermoz Assélé, il y a des années, l'Union sportive de Bitam avait, on va revenir sur le classement de l'Union sportive de Bitam, il y a 10 ans de cela, lorsque l'USB remportait son titre en 2013. On rappelle que l'USB avait terminé avec 57 points devant Monana, bien sûr, 47. Manga Sport, 44 sur 26 journées du championnat, 17 matchs gagnés, 6 nuls et 3 perdus et 13 victoires également. C'est quand même l'Union sportive de Bitam aujourd'hui qui revient avec une certaines ambitions. Ben, écoutez, clairement, aujourd'hui, l'Union sportive de Bitam fait partie des clubs quasiment historiques au Gabon, les mieux structurés, parce qu'elle a quand même des installations. Elle a Gaston Péry, que tout le monde connaît, qui a quand même
reçu un coup de fouet lors de l'organisation de la CAN 2017. Voilà, donc elle a des installations. Mermoz parlait de la ferveur populaire qui est là. Elle a un dirigeant historique également, René Desmaisons, au bien, même s'il a passé le côté actif. D'accord, un passionné de football aussi, qui est le président actif donc, de l'Union sportive de Bitam. Le club a toujours cette adrénaline-là et a toujours aimé jouer les premiers rôles en championnat. Donc, ça fait partie des cadres de notre championnat. Donc, c'est avec une certaine légitimité que l'Union sportive de Bitam revendique évidemment d'être un club sur lequel il faut compter pour cette prochaine saison. Clairement que le club veut jouer les premiers rôles. Le club est très ambitieux. Arthur, peut-être revenir sur l'importance, bien sûr, de la préparation et les matchs amicaux qui sont annoncés. C'est du côté d'Ayananga, nous sommes là dans la périphérie de la commune de Bitam, que l'Union sportive de Bitam est en train de peaufiner sa préparation. Au menu, 2 séances d'entraînement tous les jours, matin et soir, des séances d'entraînement à très haute intensité. Et en ce qui concerne les rencontres amicales, pour le moment, le club en a disputé 2 pour un bilan. Une victoire face au football club Canon Sanseigne, une défaite face à la formation de la Nyanga, 2-1. Le week-end écoulé, le club d'Itamois avait prévu une autre rencontre face à Konangui, un club équato-guinéen. Mais pour des raisons administratives, la formation équato-guinéenne n'a pas pu rallier Bitam pour disputer cette rencontre. Pouvait-on lire sur la page Facebook du club? Et selon une source du club, d'autres matchs amicaux sont prévus dans les tout prochains jours. Gaëtan Kouka. Oui, c'est logique et normal d'une préparation. Maintenant, après, bon, c'est normal que les séances soient à très haute intensité. Nous sommes en début de saison, donc nous sommes là dans le cadre de la PPG, comme on dit vulgairement, donc la préparation physique généralisée. Et que, bon, à quasiment 3 semaines du coup d'envoi, c'est normal qu'il y ait déjà des matchs amicaux en espérant qu'on ait respecté toutes les procédures pour que les joueurs puissent déjà commencer à récupérer, l'organisme puisse commencer à récupérer. Mais est-ce que ça peut être facile? 2 ans sans jouer, non, on retrouve Nani pas. Nono qui n'a pas pratiquement joué également, on retrouve Dinda Müller, on retrouve Cédric Ndondobiyoge. Monsieur Bekale, c'est jamais facile, vous savez pourquoi on ne cesse de le décrire ici. Scientifiquement, il a été prouvé qu'un athlète de haut niveau qui passe 48 heures d'activité perd 70% de ses facultés. Ici, nous parlons de 3 années d'inactivité. Allez imaginer ce que ça représente. D'accord? Donc, sur le plan de la préparation, c'est vrai qu'on respecte les délais, mais après, il y a ce temps qu'on devait inclure. Donc, normalement, on devait accorder un peu plus de temps justement aux joueurs de pouvoir retrouver leur pleine mesure pour que le résultat soit un peu plus probant en termes de qualité sur le terrain. Arthur, avant de vous quitter, Mermoz, vous gardez la main. Quel est le discours en termes d'ambition des dirigeants du club? Pour l'ensemble des dirigeants du club, l'ambition est claire et simple, être champion en fin de saison afin de retrouver les compétitions africaines. Il est important de le rappeler, le dernier titre de l'Union sportive de Bitam remonte à plus de 10 ans aujourd'hui. Alors cette année, être champion est devenu une obsession. Ça, il fallait s'y attendre avec ce recrutement, même si c'est vrai que, comme l'a si bien dit Gaëtan, il y a 3 ans qui sont passés. Cette ambition peut galvaniser oui, non, bien sûr que ça va toujours galvaniser. Et puis, on a des joueurs qui sont un peu revanchards quand même. On a plus, qui enfin, on n'a plus vu Nani Nono, on n'a plus vu les Samson Bindi. Sans faux jeu de mots, quand je dis qu'ils ont faim. Mais bon, pour moi ce sont d'anciens internationaux qui vont vouloir montrer qu'ils ont encore de bons restes, qui sont revanchards et vont vouloir jouer les premiers rôles dans ce championnat. Il faut rappeler surtout que nous serons là dans un championnat de transition plutôt qu'un véritable championnat comme on a pu voir par exemple une phase de poule et des playoffs. La statistique de 26 matchs et de 26 journées jouées en 2012-2013. Donc pour ce championnat de transition, je crois que l'USB a essayé de faire une équipe qui pourrait tenir au moins la baraque pour cette période de transition avec d'anciens joueurs qui ont fait les beaux jours de certains clubs et de l'équipe nationale. Merci beaucoup Arthur. Nous aurons l'occasion de vous retrouver très prochainement. Je voudrais quand même rappeler que nous allons organiser des émissions spécialement présentation des équipes engagées au championnat national de football de première division. Arthur, merci beaucoup. Merci à vous, Rodrigue Bekale.
merci, merci. On revient sur le... alors, les équipes se préparent, les clubs se préparent. On n'a pas, on l'a dit, une visibilité sur le démarrage du championnat. Est-ce que c'est parti pour un démarrage, le 14, puisqu'ils sont nombreux, ces clubs-là, qui se préparent? Ils ont certainement la bonne information. J'ai vu le centre de formation de Mounana en préparation, Manga Sport en préparation, Bouengidi en préparation, l'Union sportive d'Ibitam en préparation, l'AOCMS en préparation. Là, on parle ça veut dire que ça va. C'est vrai que tout le monde essaie de se préparer. Et puis, bon, il y a la préparation, il y a le fait aussi d'essayer de, puisqu'on a pu rouvrir les activités sportives, histoire aussi de permettre à ces joueurs-là de garder la forme. Parce que dire qu'ils ont la bonne information, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont pour faire reprendre les activités plus qu'on permet maintenant de la pratique du sport dans notre pays et que si au 14 mai, ce championnat n'aurait pas repris, eux au moins ils auraient des joueurs qui seraient toujours dans une phase de préparation pour une éventuelle reprise. Je pense que c'est juste la reprise pour ces équipes, mettre les joueurs en forme et être fin prêt au moment où ce championnat pourrait commencer. Oui, je partage le point de vue de Mermoz. Effectivement, qu'il s'agit de pouvoir ménager les garçons qui ont connu une coupure de 2 ans. Il faut permettre, et surtout sur le respect du chronogramme. Il faut permettre aux organismes de pouvoir se réadapter, se réhabituer à la pratique du sport de haut niveau. Ensuite, il y a ce chronogramme dont vous faites mention, évidemment, qui a été décliné par la Ligue nationale de football professionnel. On attend d'ailleurs qu'il y ait une communication de la LINAFP sur cette question relative au démarrage du championnat. On attend aussi la communication du ministère de Sport. On attend la communication notamment sur la crise née de la grève des footballeurs qui réclament dans le paiement de leur salaire, puisque l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon continue à mettre le ministère de Sport et la l'INAFP devant leurs responsabilités par rapport à la gestion de ce problème du paiement des arriérés de salaire. Donc, mais évidemment qu'en attendant que ces problèmes d'ordre administratif ne soient réglés, les compétiteurs, eux, sont déjà en train de préparer une probable reprise de championnat. C'est de bon augure. Après, il faut évidemment les visites médicales, c'est très important, évidemment, surtout après une coupure de 2 ans. Il faut nécessairement que ces équipes-là sacrifient à ce rituel-là, les visites médicales pour éviter le pire sur les terrains. Il y a la gestion de la crise liée à la Covid-19. Les mesures restrictives, certes, ont été levées, mais on n'a jamais dit que le virus ne circulait plus. Je suis curieux quand même de savoir qu'est-ce qui sera mis en place en termes d'organisation par rapport à le protocole Covid. Y aura-t-il un protocole Covid, anti-Covid-19 qui sera mis en relief? Là reste toute la question. Gaëtan Kouka, ce petit cinéma à quoi nous assistons, il y a la grève de quelques footballeurs. Il y a quelques footballeurs qui ont décidé de reprendre le chemin des entraînements pour démarrer le championnat. Non, ne disons pas quelques footballeurs. Les footballeurs aujourd'hui ont un syndicat et une association qui les représente. En fait, quand je dis quelques footballeurs, je pense à tous ceux qui sont au piquet de grève. C'est vrai qu'un noyau qui représente un collectif. Je prendrai l'exemple du COMEX, de la Fédération gabonaise de football, qui en réalité représente le peuple gabonais via le sport. Donc c'est un peu la même configuration. Après ici, je pense que nous sommes dans une question de droit légitime. D'accord. Oui. Vous avez d'une part le ministère, donc le gouvernement via le ministère qui a une organisation. Vous avez la LINAF, la Ligue nationale de football professionnel qui a une organisation. Vous avez les clubs qui ont une organisation et les joueurs ont une organisation. Donc la communication qui devrait être faite justement à la suite du propos de M. Pambo, c'est d'avoir une communication en synergie pour permettre à tout le monde de se reconnaître et de pouvoir faire une annonce où tout le monde s'est reconnu que le championnat puisse démarrer à date convenue. Dans le cas contraire, nous sommes repartis dans les frasques qui diront nous ne reconnaissons pas du fait de ne pas avoir été associé à telle concertation ou à telle réunion à partir de ce moment. Et tout le problème du Gabon, il est là. C'est pourquoi je parlais de précipitation et de la qualité de la communication. On nous a donné une date à titre indicatif. On a mis au sortir des assises, et j'insiste, un comité de suivi. Le comité de suivi, là, ne sort toujours pas pour nous dire qu'est-ce qu'il en est. La Ligue nationale de football ne communique pas. Jusqu'à présent, avec le ministère qui communique. Oui, mais le ministère qui débloque les moyens pour l'organisation du championnat a des organes techniques qui l'accompagnent. Donc on devrait justement associer la réflexion au sens large et justement l'Association nationale des footballeurs pour dire
Qu'est-ce que nous pouvons faire en l'État pour que le championnat reprenne? À partir de ce moment, on est sûr que la date qui sortira de là sera une date validée et connue par tous. Donc, le championnat ne pourra pas démarrer en pleine sérénité. En l'état, j'ai bien peur que non. En l'état, on est un peu sceptique. Il ne faut pas que... Ce que nous avons évoqué au tirage au sort des éliminatoires qui vont arriver, c'est presque la même chose également en championnat, parce qu'on ne peut pas démarrer le championnat s'il y a des uns qui sont en mouvement d'humeur du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a d'autres, des recrutements qui se font, certains joueurs également qui acceptent d'aller sur le terrain. Tout à fait. Bon, tout le monde n'a pas, les mêmes problèmes aussi au niveau des joueurs. Non, mais ils revendiquent la même cause. Comment dire, même si je suis d'accord avec Gaëtan quand il dit qu'il faudrait tenir compte de tout le monde. Oui. Que ceux-là qui ont décidé d'aller sur le terrain, peut-être pour des soucis de physique, moi je préfère d'abord m'entraîner, même si le championnat ne pense pas, et que j'espère que, parce que ce n'est pas parce qu'un joueur va faire les matchs de préparation que ça veut dire qu'il n'attend pas son argent et que le jour de l'ouverture du championnat, ils vous disent « Ah, moi je ne joue pas, hein. Je me suis préparé pour être prêt, mais j'attends mes sous. » Voilà pourquoi je suis d'accord avec Gaëtan, où il faudrait vraiment associer tous les acteurs concernés dans cette reprise du national foot, pour qu'on ait vraiment une date et un bon suivi. Et c'est cette commission de suivi qui devrait justement commencer à rentrer et devrait avoir même déjà commencé à faire des concertations avec les différents acteurs pour pouvoir être fin prêt le 14 mai ou dans une date... Je souhaiterais ajouter que les joueurs qui font justement le sitting au ministère, ce sont des joueurs qui le font à partir d'une certaine heure. Mais la journée, ces footballeurs s'entraînent justement pour pouvoir préparer. À supposer que ces joueurs ne s'entraînent pas et qu'on dise la dette est réglée et que le championnat prenne le 14. Donc, vous comprenez qu'il y aura encore un problème de... Non, je ne pense pas qu'on soit dans cette configuration. C'est des joueurs qui ont repris leurs activités en termes d'entraînement pour dire, dans le cas où on payait notre dette, nous serons aptes tout de suite à reprendre la compétition. Maintenant, après, lorsqu'il arrive le soir, naturellement, on rappelle au gouvernement, via le ministère, que nous sommes encore là, mais les joueurs se préparent pour l'éventuel reprise. C'est pour dire que les joueurs qui sont en mouvement d'humeur du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports le matin, en matinée, ils sont aux entraînements. Ils sont aux entraînements. Et après, M. Bekale, vous avez parlé des nouveaux venus. Il ne faut pas oublier que le syndicat conduit par M. Banega aujourd'hui enregistre plus de 90% des footballeurs en activité. Donc c'est ce syndicat qui réclame, qui est l'avocat des joueurs, qui réclame le paiement des aérés des joueurs. À partir de ce moment, les joueurs, eux, leur rôle aujourd'hui, c'est comme un agent. Le joueur, lui, c'est content de s'entraîner pendant que l'avocat, lui, négocie le contrat. Nous sommes dans cette configuration-là. Donc, le syndicat étant le représentant, dit aux joueurs, vous vous entraînez et nous allons nous régler la question de la dette. De telle sorte que si le ministère, via les clubs, arrive à épurer cette dette, que les joueurs puissent tout de suite être aptes à reprendre la compétition. Merci beaucoup, monsieur. On va arriver nous sommes arrivés presque au terme de l'émission. Mermoz, vous avez dans notre traditionnelle rubrique 2 cartons avec vous. Ça fait longtemps que j'ai donné de cartons. Bon, comme on va prendre un peu sur les thèmes d'aujourd'hui, un carton jaune quand même, parce qu'on parle justement de la reprise d'un championnat qui devrait reprendre d'ici 3 semaines. Oui. Donc, au 14 mai. Dans moins d'un mois, et nous n'avons pas encore une visibilité claire quant à ce qui est fait pour une bonne reprise de ce championnat. Donc, carton jaune à qui? Un carton jaune à la LINAF, au ministère, à tous ceux qui sont dans le processus de reprise du national foot. National. Que nous soyons un peu étayés, que l'on sache ce qui se fait dans le fond, pour qu'on soit un peu plus rassuré. Pour l'instant, c'est juste un carton jaune, pas un rouge, c'est un avertissement. Faites attention, la date approche. Gaëtan Kouka. Monsieur Bekale, le football gabonais encore écorné de par tout ce qui se passe, de par l'actualité. Donc il est quand même grand temps que les gens puissent mettre un peu d'eau dans leur vin. Et là, je m'adresse à toutes les parties prenantes. De façon à ce que l'image du Gabon via le football puisse retrouver une certaine sérénité et permettre à nos enfants de pouvoir s'épanouir dans un environnement totalement sain. Donc je ne brandirai pas de carton, mais plutôt une interpellation à l'endroit de tous et de chacun. C'est très intéressant d'écouter Gaëtan Kouka sur cette... c'est très intéressant. Hein. Oui, je n'ai pas envie de dire que c'est la première fois, non? Non, Gaëtan... Allez-y, rapidement, Gaëtan a toujours des avis qui sont très pertinents et d'ailleurs, je vais aller dans le même sens que lui. Je pensais que vous deviez infliger un carton jaune à Gaëtan. Allez-y. Je vais dans le même sens que lui pour juste rappeler qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle crise
dans le monde du football gabonais. Si on s'est donné tant de mal à organiser des assises de football avec toutes les parties prenantes, tous les principaux acteurs pour penser à relancer la pratique du football dans notre pays, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle crise qui viendrait complètement remettre en cause tout ce travail formidable qui a été fait lors des assises organisées au mois de juin 2021 au Nomade. Je crois qu'il est important de trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons actuellement au sein de la Fédération gabonaise de football avec la réélection de Pierre-Alain Mungengui. Il faut le dire, c'est très important parce qu'on a la FIFA qui nous regarde, on a la Confédération africaine de football qui nous regarde, donc les instances fêtières à l'échelle internationale qui nous regardent. Il faut trouver une solution le plus rapidement possible pour éviter le pire. Merci beaucoup Solange Pambo, merci Mermoz Assele, merci Gaëtan Kouka, Brice Nengue que nous allons retrouver qui s'est excusé de ne pas être là ce soir. Mais l'équipe éditoriale autour de Berlek Lekoba, la réalisation, Régis Massima également a été parmi nous, Georges également a été à ses côtés, Joël Moununga aussi. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.